Sur l'origine de ce petit ouvrage qui normalement n'était pas destiné à être publié. C'est le point de départ un débat organisé par un groupe décroissant de Bourges, voilà, et décroissant Berrichon, et par Clément Homs, qui avait invité donc Anselme Yapp et moi-même donc sur une soirée sur le thème « Sortir de l'économie ». Et puis ce débat qui a eu lieu il y a déjà quelques années était transcrit, d'ailleurs formal, avec plein de très mal transcrit. Bon, ça avait circulé comme ça en forme polycopiée. Et puis un ami italien, philosophe à Livourne, est tombé, je ne sais pas comment, c'est pas moi qui lui ai passé le texte, il l'a trouvé sur Internet, je ne sais pas. Il nous a demandé l'autorisation de le traduire en italien, le débat, les deux interventions et le débat avec la salle, et puis et de le publier. Alors, il y a eu tout un travail, ils ont sorti un petit livre qui s'appelle Uscire dall'economia, aux éditions Mimesis. Et puis, quand j'ai vu ce petit livre, il présentait très bien, et comme le hasard faisait que je l'ai reçu à un moment où je déjeunais avec Jean-Paul Bariolade, qui est toujours à la recherche de textes, ça, je lui ai dit, tiens, ben, Jean-Paul, on pourrait imaginer de faire un petit livre de publier en français. Alors, le texte français, il va falloir le revoir, le retravailler, enfin bon. Et puis on pourrait traduire, parce que les Italiens avaient fait un assez gros travail d'introduction, de présentation, de notes, traduire les parties italiennes, c'était un assez gros travail, et puis finalement on a sorti ce petit livre. Alors, je crois que c'était pas inintéressant, même s'il n'y a rien d'original dans le bouquin, ça permet de vulgariser un thème extrêmement difficile, parce que sortir de l'économie, c'est aussi blasphématoire pour le commun des mortels que dire qu'il faut organiser la décroissance. Le mot est aussi, puisqu'on vit dans la religion de l'économie tout autant que dans la religion de la croissance, c'est d'ailleurs la même chose. Il n'y a pas d'économie sans croissance et pas de croissance sans économie. Donc on est dans le même imaginaire. Et donc il s'agit de faire comprendre grand public ce qu'implique cette idée de sortir de l'économie. Alors pour comprendre le sens même de l'expression sortir de l'économie, puis ensuite la nécessité de sortir de l'économie et de voir comment on peut sortir de l'économie, il faut d'abord comprendre comment on y est entré. Et donc effectivement vous avez évoqué à juste titre un de mes ouvrages, sans doute le plus difficile, celui auquel je tiens le plus, mais qui a certainement eu le moins de succès, en tout cas en France, c'est l'invention de l'économie, qui a en commun avec le capital, justement le fait d'être inachevé et impossible à achever, effectivement. Alors, comment on est entré dans l'économie, c'est toute l'histoire de l'Occident. On y est entré en plusieurs stades, et donc comprendre d'abord que l'économie, c'est d'abord l'imaginaire. Et d'un certain point de vue, Marx l'avait un peu compris lorsqu'il dit que la différence entre la fourmi et l'homme, c'est que l'homme construit la maison dans sa tête avant de construire la maison réellement. Eh bien oui, nous avons construit l'économie dans la tête. L'imaginaire économique précède en fait la mise en œuvre d'une activité, de la mise en œuvre de l'économie comme activité particulière. Jusqu'au XVIIIe siècle, pratiquement, on ne trouve pas de traces d'économie. Le mot apparaît très rarement. Il apparaît dans le sens de l'antiquité, oikos nomia, la gestion de la maison, depuis qu'au moins le néolithique, avant c'est encore plus difficile, on ne peut même pas parler de gestion de maison, puisqu'il n'y a pas de maison. Et à partir du néolithique, effectivement, les hommes se sont préoccupés, en faisant de l'agriculture et de l'élevage, de gérer leurs troupeaux et de gérer leur activité agricole, mais ça n'avait rien à voir avec... et ça, ils le faisaient en même temps que c'était à la fois
de la religion, puisque ce sont les dieux qui font pousser les plantes, les esprits, les ancêtres. Ça avait à la fois une forme toute politique, etc. Tout était, il n'y avait pas d'économie comme activité autonome. L'autonomisation de l'économie, elle est d'abord pensée au XVIIIe siècle avec Quesnay, le tableau économique, et puis elle est réalisée en plusieurs temps. Bon, on trouve des embryons d'économie capitaliste à Amalfi au XIe siècle, puis dans les communes italiennes, etc. Mais elle ne prend vraiment son impulsion qu'au XVIIIe siècle, avec ce qu'on appelle la première révolution en Angleterre. Alors ça, c'est très intéressant de revisiter l'histoire, parce qu'on nous a raconté l'histoire comme l'histoire est toujours une fable qu'on raconte aux enfants. Mais alors on nous l'a raconté comme l'application de l'ingéniosité humaine, du progrès technique, etc. En fait, l'ingéniosité humaine, elle n'est pas nouvelle. Les ingénieurs grecs du IIIe siècle avant Jésus-Christ à Alexandrie avaient inventé des machines extrêmement sophistiquées. Si vous allez à Athènes et vous allez voir, ils ont mis en place une superbe salle dédiée à la machine d'Anticythère, à Antikythera. La machine d'Anticythère, c'est prodigieux quand on a commencé à l'étudier avant. Ça vient d'un navire qui a échoué sur un rocher près de l'île de Cythère et qu'on appelle Antikythera. Et dans le navire, on a trouvé, dans les années 30, je crois, on a trouvé des quantités de statues, des bronzes, etc., qui sont au musée d'Athènes. Puis on a trouvé un ensemble de rouages, de trucs pris, évidemment rouillés, pris dans le magma de boue. On l'a appelé machine d'Anticythère. Et puis il y a un certain nombre de gens qui se sont intéressés, dès le départ d'ailleurs, mais ils n'avaient pas des moyens d'investigation très forts. C'est quand même très compliqué parce qu'il y a des rouages dans tous les sens. On ne pensait pas que les anciens étaient capables de faire des choses comme ça. Et puis avec les rayons X, on a commencé à y voir plus clair. Et puis ensuite, il y a un ingénieur anglais qui a consacré sa vie pour essayer de comprendre tout ça. Il a même refait la machine avec des limes et des techniques que les Grecs avaient à l'époque, pour pas qu'on accuse de tricher. Puis il y a un Américain qui s'y est mis avec le scanner, etc. Puis finalement, on a découvert que c'était un espèce un ordinateur de l'Antiquité qui représente le fonctionnement du cosmos. Donc il y a toutes les épicycles, les anticycles, tout ça, tout le fonctionnement des étoiles, des planètes qui tournent. C'est extrêmement compliqué. Si vous allez sur Internet, vous faites machine d'Antiquité, vous avez des tas de vidéos, vous verrez à quel point c'est sophistiqué. Oui, mais ça n'a pas entraîné une révolution industrielle. Pourquoi? Simplement que toutes les machines que le génie humain peut inventer, s'il n'y a pas d'énergie pour les faire fonctionner, ça ne va pas très loin. Or, les Grecs, qu'est-ce qu'ils avaient comme énergie? Bon, la force musculaire des esclaves, les ânes, le vent éventuellement pour faire tourner, ça restait jusqu'au XVIIIe siècle. Hein, pratiquement, on avait beau faire suer les esclaves, ça ne pouvait pas aller très loin. Et alors là, c'est ça le chose qui a marqué la mutation du système capitaliste en système thermo-industriel, qui fait la grande différence entre le capitalisme de Florence, de Gênes, de Venise, et puis celui de l'Angleterre du XVIIIe siècle. C'est qu'on a trouvé, c'est l'invention des machines à feu. Machines à feu qui permettent d'exploiter un don fantastique de la nature, les énergies hydrocarbonées, le charbon d'abord, et puis le pétrole ensuite. Donc il faut penser simplement que quand on met 30 litres de pétrole dans sa voiture, c'est comme si on mettait le travail d'un esclave pendant 3 ans. Alors si vous deviez payer, même aux salaires les plus bas à l'heure actuelle, chaque fois que vous faites votre plein, le travail du chinois, même du chinois pendant 3 ans, vous ne feriez jamais le plein. Donc en fait, c'est très important, parce que ça veut dire que la croissance, comme le dit Richard Heisenberg dans son très beau livre « Party is over », la fête est finie, la croissance est sortie des puits de pétrole et finira avec eux. Et il se trouve que la croissance est finie. Elle est morte probablement dans les années 70, mais on ne s'en est pas aperçu, parce que c'est comme les étoiles mortes qui sont à des millions d'années-lumière,
on continue à en recevoir la lumière. Alors, la lumière de la croissance, c'est ce mythe qui anime M. Hollande, qui va discuter, la croissance est repartie, elle est de 0,5 ou 0,4. Alors, c'est vraiment, on est dans le ridicule achevé, discuter de savoir si c'est 0,4 ou 0,3, ça n'a strictement aucune signification. Tous ceux qui manipulent les statistiques savent très bien qu'il y a quand même un seuil d'erreur statistique qui est très supérieur à la variation entre 0,3 et 0,4. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'après cette croissance qui est morte probablement avec le premier choc pétrolier plus ou moins, le mythe, la lumière a continué à fonctionner grâce à la magie d'un sorcier qui était Alan Greenspan. Et à ce moment-là, le système, c'est assez... parce que personne ne voulait renoncer au mythe. Ce mythe était fantastique, il permettait de résoudre tous les problèmes. La croissance, c'est merveilleux, ça résout les problèmes de l'occupation du travail, ça donne des ressources budgétaires qui permettent de financer l'éducation, la santé, etc. Tout ce qui, dans une société capitaliste, donne un minimum de qualité de vie. Et donc c'était la condition même du maintien de l'ordre dans le système. S'il n'y a plus de croissance, le système ne peut plus fonctionner. Et donc il fallait à tout prix maintenir le mythe de la croissance. Et donc là, tout le monde était d'accord, les syndicats ouvriers, les patrons, les fonctionnaires, tout le monde, pour que la croissance continue. Évidemment, il y avait dans ce jeu gagnant, 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 les ouvriers gagnaient, les patrons gagnaient, l'État gagnait, etc. Il y avait des perdants, mais ceux-là, on les a passés par pertes et profits, c'était les pays du Sud, dont on détruisait les économies, les sociétés, et dont on pillait les ressources, et puis la nature. Si aujourd'hui on parle tant de dérèglement climatique, c'est pas pour les consommations d'hydrocarbures actuelles, c'est pour les émissions de gaz à effet de serre des 30 glorieuses. Parce qu'il faut entre 70 et 100 ans, etc., pour que se dissipe le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc nous payons aujourd'hui le prix de nos joies d'hier, de cette espèce de société, de fausse société d'abondance, mais qui est une société de gâchis. Et donc cette croissance, elle est finie. Mais grâce à Alan Greenspan, on a fait marcher la planche à billets, le crédit. On a créé une masse de crédit absolument gigantesque, et on continue à le faire, qui représente, là j'ai une experte devant moi qui dira si je me trompe, mais c'est environ plus de 10 fois le produit mondial. Masse entre les produits dérivés, les dettes, etc. On a une masse qui représente 10, c'est absolument colossal. On est dans le virtuel. Là, mon ami Jean Baudrillard a raison, là le réel a disparu, on est totalement dans le simulacre, on est dans le virtuel, sauf que ce virtuel permet de fonctionner avec ce mythe d'une dette qui ne sera jamais payée. On opprime les gens, on les contraint, on nous maintient dans une austérité stupide et criminelle qui bloque le système. Donc, mais ça c'est voilà, de la part de tous nos responsables, tous sans exception, un déni de réalité absolument colossal. Au lieu de prendre acte que la croissance c'est fini, que ça ne reviendra jamais, et qu'il faut s'organiser autrement. Il faut changer de logiciel, tout simplement. Et c'est ça le projet de la décroissance. Ouais, donc